Si je te donne 10 000 euros maintenant ou si je te donne 1 million dans 6 ans, qu'est-ce que tu choisis? C'est les personnes qui vont dépenser maintenant. Ah bah j'ai 10 000 euros. Il y a beaucoup de personnes qui vont les fumer. Ces biais-là, tout le monde en a, absolument tout le monde. C'est pas parce qu'on les connaît qu'on n'y est plus soumis. Au-delà de conscientiser qu'est-ce que vous dépensez, conscientiser pourquoi vous le dépensez. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode 3 de la série Psychologie de l'argent, co-créée avec Dounia Assia. Salam alaikum. Alaykoum salam. Dans les 2 premiers épisodes, on a vu pourquoi il était important de briser le tabou de l'argent, en quoi aussi nos cultures et nos fonctionnements familiaux allaient venir impacter notre relation à l'argent, que ça ne venait pas que de nous. Et aujourd'hui, on commence un épisode que j'avais très hâte de faire et que je suis très contente de faire, qui va être les liens entre le cerveau d'une manière neurologique et notre rapport à l'argent. J'ai envie de te poser une question. Quelles sont les croyances que tu peux avoir sur ça? Est-ce que pour toi, le cerveau a un rapport, un lien direct avec notre consommation de l'argent? Ouais, clairement, bien sûr. Enfin, de toute façon, je suis un peu biased parce que je suis renseignée sur le sujet. Donc, c'est pas comme si c'est pas quelque chose que je savais. Je sais quelle hormone est liée à quel type d'émotion, etc. pour ce sujet particulièrement. Donc, bias, ça veut dire biaisé. Pour les non-anglophones parmi nous. Donc oui, les connexions neuronales qu'on fait sont intimement liées à notre façon de dépenser, mais je vais te laisser l'expliquer. Alors au-delà de ça, je pense qu'il faut revenir sur le fonctionnement initial de notre cerveau. Parce que je leur dis, quand on parle d'argent, c'est jamais neutre, c'est toujours impacté d'émotions. On va paniquer quand on va se rendre compte qu'on est en découvert, on va avoir de la joie quand on va avoir une augmentation, on va avoir du stress quand on va se rendre compte que nos finances ne suivent pas forcément le rythme qu'on avait prévu. Donc il y a un impact qui est vraiment intime entre notre état émotionnel et l'argent. Donc pourquoi ça? Je pense qu'il faut revenir au fonctionnement initial du cerveau qui est de nous sauver d'un danger. Le cerveau, depuis des millénaires, a été programmé. Pourquoi? Pour nous maintenir en vie. Comment il nous maintient en vie? En repérant les menaces, les dangers et ce qui va nous empêcher de survivre. Aujourd'hui, ce qui nous met en danger, c'est plus vraiment des mammouths ou une famine ou une tornade, quoique on peut toujours être menacé par ça, mais ça va plus être les menaces premières. Aujourd'hui, ce qui nous menace, c'est des dettes, c'est un imprévu bancaire, c'est se retrouver du coup sans ressources financières pour pouvoir vivre. Parce que si on n'a pas d'argent, on ne peut pas se nourrir. Si on ne peut pas se nourrir, on ne peut pas survivre. Si on n'a pas d'argent, on ne peut pas avoir de stabilité. Si on n'a pas de stabilité, on peut difficilement se marier et donc assurer une descendance. Et donc c'est ça, le piège avec l'argent, c'est que le cerveau va le percevoir comme un danger, en tout cas comme un potentiel danger. Il faut savoir que le cerveau, il ne fait pas de différence entre un danger réel un danger ressenti. Donc oui, ta vie, elle va pas être menacée directement par un découvert, mais toi, tu te sens en danger, donc tu as ce ressenti de danger. Et pour le cerveau, c'est la même chose, il va vraiment l'interpréter de la même manière. Tachycardie, on va avoir parfois des tremblements, de la peur, des pleurs, parce que c'est vraiment interprété par le cerveau comme étant un danger réel qui va arriver, qui peut vraiment nous mettre en insécurité. Et qu'est-ce qui va se passer du coup à ce moment-là dans le cerveau? Le système de la peur qui va s'activer, c'est l'amygdale. Globalement, l'amygdale qui s'allume, qui est en train d'envoyer des signaux d'urgence et qui dit attention, 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 là il y a une situation, on n'est pas à l'aise. Et à ce moment-là, le cerveau, il passe en mode survie. Donc, flight, fight, freeze. La fuite, le combat ou le fait d'être en sidération et de ne plus bouger. Vous en avez peut-être déjà entendu parler par rapport aux agressions, par rapport au traumatisme. Quand on est figé, qu'on ne sait plus comment réagir. En fait, ça va être exactement la même chose version argent, en fait, tout simplement. Le mode fuite lié à l'argent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas aller ouvrir nos courriers. Ça veut dire qu'on sait qu'on doit faire des choses, je ne sais pas, des déclarations, aller faire de demandes de bourse, ce genre de choses. On va être dans de la procrastination. On va tout faire sauf ce qu'on a à faire. On va pas vouloir avoir des informations. On va fuir les conversations quand notre conjoint ou notre parent vient dire par contre là, il faut qu'on parle des finances, ça va pas. On va fuir le sujet, on va pas y aller, on va dire on en parlera après. On est vraiment dans la fuite de la confrontation avec ce danger qui nous fait peur et qui nous insécurise, qui est notre gestion monétaire. Le deuxième mode, c'est le mode combat. Et là, on retrouve, je sais pas si tu te souviens de l'épisode d'avant, tu nous expliquais qu'il y a des personnes qui allaient être vraiment dans le dès que j'ai de l'argent, je dépense, et d'autres qui vont être vraiment dans le je contrôle. Le mode combat, c'est ça. C'est ok, je me sens que je suis en danger, donc je vais aller combattre directement le mal à la racine et je vais commencer à contrôler, compter chaque centime, anticiper au point où on devient obsessif du budget. Tu vas repasser ces vidéos sur Instagram, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais tu sais qu'ils font des pochettes. Ouais, avec, pour les enfants aussi, pour les invités. Ou pour les adultes même, qui sont des budget loisirs, budget nourriture, j'ai droit qu'à 3 billets, j'ai droit qu'à ci, qu'à ça, pour vraiment être dans une gestion draconienne de leurs finances. Ça, c'est des personnes qui vont être en mode survie,
du coup sur le versant contrôle, sur le versant combat. Et le troisième mode, c'est le mode freeze, donc quand on est vraiment figé, on est vraiment sidéré, et ce qui veut dire que dès qu'on va nous en parler, il y a erreur 404. On ne sait pas, on a combien, on ne sait pas, on a dépensé combien, on ne sait pas. C'est vraiment de la paralysie, avec un sentiment d'impuissance et d'être complètement dépassé par tout ça. Ce qui fait que du coup, il n'y a pas d'action. Parce que quand on n'a pas de cheminement clair, où on ne sait pas où on va, ce qu'on doit faire, on ne fait rien. Et on reste dans cette procrastination à nouveau. Donc quand on se sent mis en danger par son niveau financier, par ses finances, par ses dépenses, on va tous avoir des stratégies qui vont être différentes. Certains vont surcontrôler, d'autres vont être dans l'évitement complet. Il ne faudrait pas confondre ça avec uniquement de la laziness. Procrastination. Oui, c'est pas un manque de volonté, c'est pas un manque d'effort. Après, il faut voir comment on fait face à ça. Mais initialement, c'est une réponse neurologique à un besoin primaire qui est de se mettre en sécurité. Et donc, chacun va réagir différemment par rapport à ça. Il y a un phénomène qu'on peut expliquer aussi, je pense, c'est tout le monde a fait des achats impulsifs dans sa vie. On se dit, ah mais c'est en solde, ah il y a 2 achetés, 1 offert. Et d'ailleurs, le marketing se sert clairement des connexions neurologiques et de la façon dont fonctionne le cerveau pour construire toute leur stratégie de vente. Et je trouve ça hyper intéressant en fait quand tu essaies de prendre un petit peu du recul sur les achats que tu as faits et que tu analyses vraiment ce que tu utilises vs ce que tu achètes. En fait, finalement, le besoin et ce que tu consommes, il y a souvent un très grand écart. Je sais que c'est lié à la dopamine et aux pulsions, mais je sais que tu vas très bien nous l'expliquer. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus? À ce moment-là, on utilise un autre circuit. Donc, juste avant, on a parlé du circuit de la peur. Là, on va parler du circuit du plaisir. Les achats qui vont être impulsifs comme ça, tu sais, quand on dit faire du shopping, c'est la meilleure thérapie. Et on l'a déjà toutes vécu, nous, la première. Un moment où t'es pas bien et tu te dis, ok, je vais aller m'acheter un truc, ça va aller mieux. Et ça va vraiment mieux derrière. Tout repose autour de ce neurotransmetteur qui est la dopamine. La dopamine, qu'on va appeler vulgairement l'hormone du plaisir, qu'on recherche à travers les séances de sport, qu'on recherche à travers l'intimité, qu'on recherche à travers le rire, qu'on recherche en fait un petit peu partout. C'est souvent ce qui va venir l'idée beaucoup de nos comportements et de nos réactions. Par exemple, les réseaux sociaux. C'est exactement ce que j'allais dire. Je te jure, ça m'a fait penser à ça. Je me suis dit, l'excès de dopamine dans lequel on est, dans différents pans, aujourd'hui, on surconsomme. Tout est vite, tout est... la fast consumption, donc la consommation rapide. Vas-y, je te laisse. Exactement. En fait, je vais dire, mais en fait, ça fonctionne exactement comme la drogue. C'est-à-dire que c'est de l'addiction, que je parle du sucre, je parle des réseaux sociaux ou je parle de la vraie drogue, c'est au même niveau. C'est-à-dire qu'on va être dans ok, j'ai eu un shot de dopamine, il était trop bien, je veux le même. Mais à chaque fois, comme on a déjà connu, du coup il est un peu moins intense, on a besoin toujours de plus. C'est pour ça que les réseaux sociaux, on a tous une consommation malheureusement qui va qu'en s'accélérant, parce que les contenus ne vont qu'en s'accélérant, parce que ça devient un phénomène sociétal. Et il y a aussi le fait que justement maintenant tout paraît fade, étant donné qu'on vit ces excès de dopamine. C'est comme dans l'alimentation, si tu manges quelque chose de très sucré, c'est quelque chose dans lequel tu es habitué de manger de cette façon-là. Un jour, il n'y a aucun sucre dans un aliment, tu vas trouver ça fade, alors qu'une autre personne qui peut-être n'a pas été habituée à ce taux de sucre va trouver ça tout à fait normal. Donc en fait, cet excès qu'on vit dans énormément de choses, ça peut être le travail, ça peut être la façon dont on achète aussi, les livraisons en 24 heures, en 2 heures même parfois maintenant. En fait, tout cet excès fait qu'il y a beaucoup de choses qui nous paraissent fades, alors que finalement, est-ce que c'est vraiment bénéfique pour nous d'avoir accès à ce type de service? Du coup, non. Comme tu l'as dit, en fait, c'est vraiment comme le sucre. On arrive à un niveau d'écœurement au bout d'un moment et du coup, même notre système, il n'arrive plus vraiment à le gérer parce qu'il y en a tellement, ce qui est à la base bien, parce que c'est ponctuel, va venir nous overwhelm, va venir nous dépasser, nous remplir, mais au point du dégoût. Et surtout, comme tu l'as très bien dit, notre capacité, notre capteur à apprécier est du coup déréglé. Parce que oui, on a besoin de dopamine dans notre vie, mais d'une manière déjà variée et pas que de la manière dont on la consomme aujourd'hui. La dopamine, initialement, elle est là pourquoi? Quand on vit une situation de tension, donc du stress, de l'anxiété, de la frustration, de la colère, une situation où on est dans de la tension émotionnelle, avoir un shot de dopamine va venir relâcher tout ça, va venir agir comme un pansement émotionnel et décontracter toute cette tension qu'on ressentait à l'intérieur de nous. Donc initialement, c'est une bonne chose. Encore une fois, c'est même nécessaire et c'est pour ça qu'il y a tous les plaisirs de la vie qui vont venir déclencher ce shot de dopamine. Cependant, quand acheter devient un moyen de délivrer cette dopamine-là, c'est un moyen rapide qui est efficace sur le moment T et qui ne le sera plus sur le long terme. Et comme c'est un moyen qui est rapide, généralement, plus ça vient rapidement, plus l'appréciation aussi elle est rapide. Contrairement à un diplôme ou un gâteau qu'on a mis du temps à préparer, ça va pas être la même chose que d'aller en acheter un en magasin. Et donc cette différenciation fait qu'on l'apprécie beaucoup moins. Et donc on a besoin de plus pour sentir le même niveau de satisfaction que ce qu'on aurait eu avant avec moins d'achats. Et donc c'est là où on peut rentrer dans des
les achats compulsifs. Il y a des gens, ils ne peuvent pas s'arrêter d'acheter. J'ai déjà vu passer des émissions où les personnes disaient mais j'ai plus d'argent, je paye en 3 fois et en 4 fois, mais je ne peux pas m'empêcher. Acheter. C'est exactement la même chose que téléphone. Ce réflexe, dès qu'on s'ennuie, on est en mode sortir son téléphone. Et quand on commence à s'en rendre compte, on voit de à quel point... inconsciente en plus. Exactement. À quel point ça nous lead, à quel point ça nous dirige. C'est comme la nourriture. Manger par ennui et non pas manger parce qu'on a faim. Et donc là, c'est exactement la même chose, parce que notre cerveau va venir associer achat égale pouvoir, parce que du coup, c'est moi qui décide un petit peu ce qui se passe, et donc on va venir lâcher de la dopamine, et donc je me sens mieux. Dès que je commence à nouveau à me retrouver dans une situation de frustration, je recommence la boucle. Ce qui vient nourrir aussi autre chose, qui est la diminution de la capacité à supporter la frustration, et à devenir des grands enfants pourri gâtés. Mais je dis ça parce que c'est l'enfant qui apprend normalement à supporter la frustration, à qui on vient poser des limites. Normalement, en tant qu'adulte, on est censé avoir géré cette capacité-là. Aujourd'hui, c'est malheureusement plus le cas pour beaucoup d'adultes. Donc les achats impulsifs ou les achats raisonnés qui nous font vraiment plaisir, ils sont liés à ce système de dopamine qui va nous faire du bien. En soi, c'est une bonne chose. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ça va venir relâcher une pression, relâcher une tension. Il faut faire attention au moment où ça devient addictif et ça devient du coup un moyen de fuite de l'attention de notre vie de tous les jours. C'est quand on va commencer à s'appuyer complètement sur ça et que c'est plus simplement une béquille ponctuelle qui va venir nous aider de manière équilibrée. Exactement. Ça me fait penser, là, juste tout à l'heure, tu disais le marketing qui va venir utiliser les fonctionnements neuronaux et les réflexes humains initiaux pour pousser à l'achat. Ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser au biais cognitif, parce que c'est exactement ça. Il y a un master d'ailleurs de psychologie du marketing qui existe, je crois qu'il est à Marseille. Il m'avait vraiment beaucoup intéressée parce que du coup, je me demandais, mais on y apprend quoi? Est-ce qu'on y apprend concrètement? Ok, ça, ce sont les biais cognitifs qui existent et comment nous, on peut les utiliser pour pousser les gens à l'achat? Je ne sais pas, je n'ai pas fait ce master, mais globalement, c'est comme ça que fonctionne le marketing. Que je trouve ça important de souligner, qu'en fait, on pense souvent que l'émotionnel n'a rien à voir avec le cerveau, alors que c'est tout l'inverse, et il y a juste le système conscient et le système inconscient. Et en fait, il y a notre cerveau qui nous protège et qui, à travers les différentes hormones, nous fait réagir de manière impulsive au danger ou à certains besoins, à certaines envies, et qu'en fait cet excès-là n'est pas bon, mais qu'au-delà de ça, vraiment comprendre que rationaliser de manière consciente, c'est quelque chose qui est inconfortable. Et il faut réussir à faire cet exercice, c'est comme le sport. C'est plus tu muscles quelque chose. Aller au sport, les premières séances, c'est pas agréable. Alors quand tu y vas de manière répétée, là tu commences à avoir un peu plus de récompense parce que tu te sens mieux. Tu commences finalement à avoir les résultats de ton labeur, alors que lâcher la pression en acceptant son rush de dopamine et juste en y répondant, c'est quelque chose qui sur le coup fait beaucoup de bien, mais après ça laisse une sorte de goût amer en fait. Tu te sens un peu fatigué. Enfin, quand on passe des heures sur les réseaux, sur le coup on aime beaucoup ce qu'on fait, on est bien, on rigole, etc. Puis après il y a plusieurs choses qui se passent. Il y a peut-être un petit peu de culpabilité. Ah, mais tout ce temps, où est-ce qu'il est passé? Et puis après, il y a également aussi tout le côté un petit peu fatigue, parce que ce rush de dopamine, il a un effet sur le corps. C'est fatigant. Je suis restée bloquée sur... Il y en a qui pensent que les émotions n'ont rien à voir avec le cerveau. Ouais. Il y a vraiment des gens qui pensent ça. Bah oui. Tu sais, c'est genre cœur, tête. Ah, mais dans ce cas-là, on met les émotions dans le cœur, mais les émotions sont clairement dans le cerveau. Et syndrome de l'expert, quand on est trop dedans, on a du mal à se rendre compte parfois d'évidence pour des personnes qui n'ont pas du tout de connaissances dans le domaine. Vraiment, j'aurais jamais pensé ça. Absolument, on a souvent l'impression qu'on va venir... on pense qu'on gère. C'est nous qui sommes aux commandes. C'est nous qui décidons ce qui se passe, où est-ce qu'on va, de la manière dont on réagit. Alors que pas du tout. Déjà, on est fortement mené par notre système nerveux sympathique et parasympathique qui vont pas prendre le dessus, système conscient, tout ce qui va être de l'ordre du conscient, de l'inconscient, tout ce qui va être de l'ordre, comme on l'a vu dans les épisodes d'avant, de l'appris, et donc du coup qu'on prend comme réalité et qu'on ne questionne plus. Toutes ces choses-là qui vont venir faire un gros milkshake qui à la fin va nous mener à un certain comportement. Il y a du conscient, il y a du décisionnel, mais même ce décisionnel, il n'est pas conscient. Il est impacté par toutes ces choses-là. Globalement, si je devais simplifier, je dirais que les plus grands mécanismes inconscients qu'on a, c'est ce qu'on appelle les biais cognitifs. C'est-à-dire qu'on est biaisé cognitivement. Dans notre cerveau, on est biaisé de plein de manières différentes. C'est absolument passionnant. Il y en a vraiment des dizaines et des dizaines de biais qui ont été recensés aujourd'hui. Je voulais en présenter quelques-uns qui sont vraiment en lien avec l'argent. Un biais cognitif, c'est une manière erronée de voir le monde. C'est comme si là tout de suite j'avais une paire de lunettes qui avait un filtre vert, j'aurais l'impression que la salle est verte. Et tu seras en train de me dire mais pas du tout, elle est blanche. Je me dirais mais bizarre celle-là, tu vois bien que c'est vert parce que c'est ma réalité à ce moment précis. Mais si je change de lunettes, si je change de filtre, si je change de verre, tout ça va changer.
Ces biais-là, tout le monde en a, absolument tout le monde. C'est pas parce qu'on les connaît qu'on n'y est plus soumis. Je suis psychologue, je connais les biais cognitifs, c'est super, ça veut absolument pas dire que je les applique pas dans ma vie du quotidien. C'est même eux qui me drivent, comme la majorité des êtres humains sur cette terre, pour pas dire 99,9999%. Certains de ces biais, ça va être le biais de confirmation, le biais de rareté, ça va être... là, tu disais ça tout à l'heure, tu parlais des soldes, de se dire il faut que j'achète parce que c'est en solde. Ça, c'est un biais qui va être relié, tu sais, au fameux FOMO, la peur de perdre. Fear of missing out. Ouais, c'est ça. La peur de rater, c'est dire, ah, mais il y a tout le monde qui fait quelque chose et moi, je suis en train de rater. Et du coup, est-ce que ça veut dire que c'est mieux que ce que j'ai tout de suite? Et du coup, si tout le monde y va, je vais peut-être y aller moi aussi. Et donc, on est guidé comme ça par ces peurs et par ces manières de penser qui ne sont pas forcément rationnelles. Et là, on est dans le émotion versus cerveau. Elles ne sont pas rationnelles. Donc guidées par la pensée et la logique, elles sont émotionnelles. Un autre biais qu'on peut avoir, c'est le biais de rareté. Et donc la peur de se dire... tant que c'est là maintenant, il faut que je l'utilise ou que je le consomme parce qu'on ne sait pas ce qui sera après. Peut-être qu'après, cette nourriture qui aujourd'hui est foisonnante, j'en ai partout autour de moi, peut-être qu'après, elle va se raréfier. Et donc, il faut que je consomme, il faut que j'utilise, il faut que je mette, du coup, il faut que j'aille chercher des choses que je vais mettre, comme un petit... c'est quoi l'animal là, avec une grande queue? Écureuil. Ouais, comme un petit écureuil. Je dois aller chercher pour commencer à cacher au cas où, parce que l'hiver va arriver et on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas si l'hiver va arriver ou pas. Mais ce biais-là, il est tellement fort qu'on ne peut pas s'empêcher de le faire. Des décisions qui sont irrationnelles et du faut que j'achète pendant que j'ai encore de l'argent et dès qu'au moindre imprévu, je vais commencer à paniquer alors même que je vis dans le stress de me dire imagine il y a un imprévu. Quand il y a l'imprévu, je vais quand même paniquer. Parce qu'il y a de la catastrophisation. Qu'est-ce qui va se passer après? Ça va être pire. Et donc, tu vois, ça y est, je suis foutue ou je ne vais pas m'en sortir. Et je pense qu'à ces moments-là, il y a différentes choses à faire. Vraiment, ces biais cognitifs-là, on les étudie en marketing, justement. Pour vendre, il faut comprendre l'humain. Donc, tout ça, c'est des choses... le FOMO, clairement, je me demande même si ce n'est pas un marketeur qui l'a créé, cette appellation. C'est des choses qu'on sait sur l'humain, qui sont universelles et qui nous aident à vendre. Mais justement, c'est une sorte de manipulation. Et comment répondre à la manipulation? C'est à apprendre à se contrôler. Et l'une des méthodologies, on va dire, les plus efficaces, c'est juste de faire une pause, en fait. De prendre le temps de réfléchir, de sortir à marcher, de se dire non, je ne vais pas l'acheter aujourd'hui, je vais voir demain. Et juste quand on fait ça, généralement, on n'est plus dans ce même rush, dans ce même besoin, dans cette même intensité qui est irrationnelle. Il y a autre chose aussi, et je pense que tu vas revenir dessus, c'est le côté spirituel. Allah subhanahu wa ta'ala nous éduque dans tout à travers le Coran et la Sunna, notamment dans notre façon de consommer, dans notre façon de prendre des décisions. La salat istikhara, qui est présente normalement pour tout. On nous disait qu'à l'époque, les sahaba faisaient la salat istikhara même pour aller au marché. Subhanallah. C'est comme si cette pause, elle était obligatoire. Et justement, de prendre le temps de se recueillir, de conscientiser, de demander à notre Seigneur, déjà, ça crée des choses en nous. Conscientise, est-ce que c'est vraiment un bien pour nous? Est-ce que je suis satisfait de présenter cette affaire à mon Seigneur? Et après, bien évidemment, on fait les causes et Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie les signes implicites pour qu'on puisse prendre ces décisions. Mais je trouve que conscientiser qu'on n'est pas soumis à 100% à ces rushs, en fait, parce que c'est la différence entre l'humain et l'animal. Nous, on a la capacité de réflexion, alors que l'animal, il a faim, il attaque, tout simplement. C'est ce qui va permettre d'équilibrer, d'éduquer du coup nos comportements. Tout ça, c'est guidé par le nefs, dans le sens non pas égotique du terme, mais vraiment dans le sens cette partie de l'âme très tribale, presque animale, qui nous pousse du coup à avoir tous ces réflexes premiers, qui réagit à la peur, qui réagit à l'envie, qui réagit à la colère, qui réagit à la joie d'une manière instinctive. Et après, c'est à nous de venir le dompter, ce nefs-là, pour le guider dans la bonne direction. Al-Ghazali, il a une comparaison que j'aime beaucoup où il compare le nefs à un cheval. Le cheval, si tu le domptes pas, il va clairement pas aller là où tu veux aller. Il va aller dans tous les sens, il va aller à la vitesse qu'il veut, tu vas être à 2 doigts de tomber, etc. Et le nefs, c'est la même chose, il faut lui passer une bride, il faut lui apprendre en fait. Lui apprendre, là je t'ai dit non. Le réflexe du cheval, il y a, je sais pas, un gros bruit, il va vouloir s'enfuir. Non, j'essaie de te retenir. Ne sois pas juste en train de subir cette peur-là. Et c'est la même chose. Il faut qu'on le dompte comme un cheval sauvage pour aller dans la direction qu'on souhaite. Et ça, c'est très, très difficile pour l'être humain parce qu'encore une fois, le cerveau, il a été construit initialement pour nous permettre de survivre. Ça me fait penser à un autre biais, le biais du présentisme. Là, moi, je veux survivre aujourd'hui. Est-ce que je vais survivre dans 10 ans? J'en sais rien. Et tu sais, c'est un petit peu quand on dit oui, si je te donne 10 000 € maintenant ou si je te donne 1 million dans 6 ans, qu'est-ce que tu choisis? Tu sais, ces questions un petit peu où c'est difficile parce qu'il y a 2 envies qui vont venir se contredire. Un, le besoin de maintenant, l'instant de survie de maintenant. Dans 6 ans, je ne sais pas si je serai là. Et deuxièmement, l'appellation du gain, de la grosse somme qui est beaucoup plus grosse. Et les dilemmes qu'ils font, justement, parce que je pense que c'est ce que tu as voulu dire, mais tu ne l'as pas dit, c'est 10 000 € maintenant ou alors 2 500 € tous les mois pendant 6 ans.
ou alors 100 000 euros dans 6 ans, quelque chose comme ça. Parce que du coup, si c'est 10 000 euros maintenant, 10 000 euros dans 6 ans, on prend tous maintenant, entre guillemets, mais je crois qu'il y avait justement l'augmentation pour le gain qu'on va avoir dans 6 ans, mais même ça, ça ne nous on n'arrive même pas à ce niveau de réflexion parce qu'on est dans ce présentisme qui fait qu'on veut survivre maintenant tout de suite. C'est un petit peu comme tu vois l'exemple que tu as repris dans l'épisode qu'on a filmé la dernière fois, où je disais il y a des personnes qui amassent, qui économisent parce qu'elles sont trop focus dans le futur. Alors les personnes qui sont biaisées au biais cognitif, c'est les personnes qui vont dépenser maintenant, j'ai 10 000 euros. Il y a beaucoup de personnes qui vont les fumer en 24 heures. Et je pense que ça reflète bien ce que tu présentes là. C'est exactement ça, c'est la difficulté à investir sur le long terme, c'est la difficulté à se projeter, c'est la difficulté aussi à différer le plaisir. Oui, je pourrais m'acheter je sais pas, cette voiture plus tard, mais j'en ai envie maintenant. Oui, je pourrais m'acheter ce maquillage un peu plus tard, tu vois, rentrer chez moi, sans aller jusqu'à faire cette stirala, mais ne serait-ce que me dire, ok, est-ce que j'en ai vraiment besoin, est-ce que j'en ai vraiment envie? À partir du moment où on commence à rationaliser, l'émotionnel diminue. Mais je pourrais faire tout ça, j'ai pas envie. Je le veux maintenant. Et du coup, à partir de là, on rentre dans un système de dépenses et une manière de consommer où on est victime et l'idée par nos besoins et non pas par, du coup, cette rationalité-là. Ça me fait penser à l'investissement, quelque chose dont on parle beaucoup, que ça soit dans les études ou même dans l'entrepreneuriat, mais aussi dans les études, c'est de se dire, ok, j'investis sur moi maintenant. Dans les études, ça sera plus temporellement, de se dire, je me bloque 3 ans, je me bloque 5 ans, je me bloque 10 ans pour devenir médecin, par exemple. Ou en termes de finances, quand c'est par exemple l'entrepreneuriat, je paye, ça peut être aussi, je paye X école de commerce ou je paye Y accompagnement et Z formation, maintenant une grosse somme pour après. Et ça, c'est hyper dur pour l'être humain. Ça me fait immédiatement penser à quelque chose, c'est le shift que tu fais justement quand tu commences à t'éduquer par rapport à l'argent. Il y a 2 façons de dépenser, l'argent et le temps. Et en fait, quand tu commences à t'éduquer, tu préfères dépenser des sommes parfois astronomiques pour gagner du temps. Parce que tu te rends compte que la valeur que tu ne peux jamais regagner, c'est le temps. 1 heure que tu passes, là, tu ne pourras jamais la récupérer, alors que 100 euros que tu dépenses, tu peux les récupérer. L'argent, ça va, ça vient. Et quand tu réussis à faire ce travail d'éducation et que tu commences à désacraliser l'argent et comprendre un petit peu comment ça fonctionne, tu commences à repositionner vraiment ce qui est important, qui est le temps. Et du coup, comme tu le disais, une personne qui va faire des études, elle investit son temps. Pour moi, cet investissement, il est beaucoup plus conséquent qu'un investissement financier. Et je sais que justement, quand on commence son chemin entrepreneur, au début, on a tendance à penser l'argent, c'est le nerf de la guerre, ce qui est le cas. Et du coup, on va vouloir donner son temps. Mais on ne se rend pas compte que notre énergie, c'est pas un puissant fond. À un moment donné, on fait ce shift en comprenant que notre énergie, notre réflexion, notre capacité à générer de l'argent, elle est beaucoup plus précieuse que cet argent qu'on a sur notre compte en banque. Et c'est lié, encore une fois, à des cheminements spirituels, de lâcher prise, avec un certain tawakkul sur notre risque. Allah subhanahu wa ta'ala, il va pas tout le temps nous donner notre risque là maintenant pour toute l'année. Peut-être qu'il va arriver de manière différente, de manière fractionnée. Et en fait, se rendre compte que Allah subhanahu wa ta'ala has our back. Il est là pour nous protéger tant qu'on est conscient et dans la gratitude. Et bien évidemment, il y a un juste milieu. On en parlait la dernière fois, attacher le chameau, faire les causes, etc. Mais tout dans l'excès n'est pas bon. Le contrôle dans l'excès n'est pas bon. Le lâcher prise dans l'excès n'est pas bon. Mais pour en arriver là, encore faut-il dépasser ce fonctionnement primaire qu'on a, donc ce biais cognitif qu'on a, qu'on va appeler l'aversion à la perte. Ça fait plus mal de perdre 100 euros que de gagner 100 euros. Ouais. Ça veut dire si j'ai perdu 100 euros la semaine dernière d'une manière que j'avais pas prévue, oui, je vais récupérer 100 euros la semaine d'après ou un mois après, mais je vais plus me souvenir des 100 euros que j'ai perdus que des 100 euros que j'ai récupérés après. Parce que la douleur, elle est beaucoup plus grande et surtout, elle est immédiate. Donc oui, je vais investir dans cet accompagnement à 3 000, 4 000 euros, mais je vais devoir surmonter la peur de la douleur de « j'ai perdu 4 000 euros ». Quand bien même, rationnellement, je sais que c'est pas une perte, etc. Il y a ce biais cognitif-là qui va venir nous paralyser et nous bloquer face à l'investissement, face à la prise de risque aussi, dont on a besoin parfois pour se stabiliser financièrement et grossir aussi. Tu disais là à l'instant, garder en tête que Allah subhanahu wa ta'ala assure nos arrières et que de toute manière, cette notion de ton risque a déjà été écrit, peu importe ce que tu gagnes, peu importe ce que tu perds, c'était prévu. Et je trouve qu'il y a vraiment une beauté là-dedans, parce que ça rejoint ce que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a une douceur dans la vie du croyant, qui fait que quand on a quelque chose de positif qui nous arrive,
On dit alhamdoulilah, on est trop content et c'est un bien pour nous. Et quand on a une épreuve qui nous arrive, on dit alhamdoulilah et ça reste un bien pour nous. Je pense qu'on est la seule communauté qui est contente d'avoir des épreuves. On s'en réjouit pas. Si on pouvait s'en passer, on aimerait bien. Mais quand elle arrive, on arrive à voir le revers de la médaille et de se dire, ok, je suis éprouvé par ça, mais je sais qu'il y aura ça qui va arriver. Je suis éprouvé par ça, mais je sais que Yom al-Qiyamah, grâce à ma patience, grâce au fait que je vais l'accepter, je vais retrouver ça et ça et ça derrière. Et là, je sais pas si tu vois, on combat à nouveau cette notion de présentisme. Parce qu'on est croyant, on peut pas vivre dans le présent. Exactement. Tout ce qu'on fait, est pour notre au-delà. Tout ce qu'on fait va venir impacter notre au-delà. Boire ce verre de café va venir impacter ton au-delà. Bah oui, tu t'es donné de l'énergie pour prendre soin de ton corps. Ou peut-être au contraire. Est-ce que tu as vraiment besoin de caféine aussi tout le matin et d'une manière... Je me sens attaquée. Exactement, je t'attaque. Mais ce que je veux dire, c'est quelque chose d'aussi anodin que boire, et le choix que tu vas faire de ce que tu vas boire va avoir un impact sur ton au-delà. Et garder ça en tête, ça nous permet de nous mener à tout ce qu'on va vivre et tout ce qui va nous éprouver aura un impact sur notre au-delà. Et donc l'acceptation de l'épreuve, l'acceptation du risque, c'est pas facile. Et on dit ça, il faut vraiment pas croire que c'est maîtrisé. Je pense que personne ne le maîtrise et personne ne l'acquis. C'est ça, il y a des variations. Et en fait, ce qui est beau, c'est de se dire, je sais pas pour toi, mais quand tu regardes la Hafsa d'aujourd'hui et la Hafsa d'il y a 5 ans, elle a peut-être une relation avec l'argent, avec le risque et avec le tawakkul qui est différente. Mais je pense qu'elle est venue par quoi ? Par l'expérimentation, mais aussi par l'éducation. Et en fait, juste faire ce premier pas dans le chemin de l'apprentissage, dans ce chemin du développement personnel dans sa globalité, parce que le développement personnel, c'est par le sport, c'est par l'éducation spirituelle, c'est pas juste par des coachs de vie, c'est aussi par faire appel à des thérapeutes ou des professionnels de la santé pour soigner des choses qui nous empêchent de développer. Aujourd'hui, ce concept-là, il est très glamourisé, alors que finalement, l'islam et le musulman est appelé à l'ihsan, à viser l'excellence et à aller chercher une version meilleure d'elle chaque jour. Donc en fait, il faut sortir de les concepts qui sont occidentalisés et les remettre en fait dans nos cultures et surtout dans notre spiritualité, dans notre religiosité, pour pouvoir les assainir et en fait qu'ils nous servent. Parce que comme tu l'as très bien dit, tout ce qu'on fait aujourd'hui, même gagner de l'argent, c'est pour préparer notre au-delà. Aujourd'hui, l'argent, c'est pas du tout quelque chose de vain, c'est quelque chose qui peut nous servir dans tout. Dans la sadaka, ça peut nous servir dans la préservation de nos foyers, ça peut nous servir dans l'éducation et l'éducation de nos enfants, des générations futures, présentes, mais de notre éducation. C'est quelque chose qui a un impact de préserver notre santé et d'investir dans nos corps, dans la amana qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a confiée. On sera questionné sur ça. Est-ce qu'on va pas se retrouver et dire oui, mais j'avais pas. Et tu allais chercher. Donc il y a un juste milieu, encore une fois, vraiment, on a tous nos différentes capacités et on a tous différents risques. C'est pour ça que tu l'expliquais la dernière fois, il y avait des prophètes qui étaient très riches, mais il y a aussi des prophètes qui étaient très pauvres. Et en fait, trouver ce juste milieu, aucun des deux n'était meilleur sur l'autre. Le prophète, alayhi salam, il s'est entouré de personnes qui avaient certaines richesses pour pouvoir emmener l'islam et propager l'islam. Et il y avait d'autres prophètes qui étaient encore plus ascètes que lui et qui n'avaient pas cette capacité et qui, le jour du jugement, n'auront pas peut-être les plus grandes communautés derrière eux. Pourtant, ils auront la même place en termes d'efforts, de niyat, de récompense par rapport à leurs efforts et la mission qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur avait donnée. Et il y a même des prophètes qui sont passés du tout au rien ou du rien au tout. Je pense au prophète Youssef alayhi salam qui a été vendu comme esclave à plusieurs reprises avant de se retrouver comme dirigeant du coup de son pays. Le prophète Moussa alayhi salam qui a vécu au palais, qui a vécu avec Pharaon, avec la personne la plus riche de ce pays et qui ensuite a été mis en difficulté et qui s'est retrouvé du coup à s'expatrier dans une autre contrée, à être recherché, à ne plus rien avoir du tout et à être berger. À tout abandonner, ouais. Et exactement. Et là, ça me fait juste penser, je ferai un dernier lien et on va s'arrêter là parce que ça commence à être un assez long épisode, mais je pense qu'il y aura encore plein de choses à dire sur le cerveau et la relation à l'argent. Mais il y a un master. Il y a un master dessus, si vous voulez, l'université de Marseille. Concernant le prophète Moussa, alayhi salam, là, tu parlais du fait de se faire accompagner. Et on parlait d'investissement, de se faire accompagner, que ça soit par des business ou je ne sais quoi, pour le business ou pour la santé mentale ou pour justement sa relation à l'argent ou ce qui va nous être transmis d'une manière transgénérationnelle. Et ça me fait penser au prophète Moussa, alayhi salam, qui... Même lui s'est fait accompagner. Il avait un mentor. Quand on regarde sa relation avec Dhul Qarnayn, qui était du coup son mentor dans Surat al-Kahf, tu sais, c'est lui qui lui dit
quand il cherche quelle est la personne la plus intelligente du monde, et on lui dit, c'est cet homme, et qu'il y va, qui lui dit, je peux pas te prendre avec moi, tu vas pas comprendre. Et après, voilà, on connaît l'histoire, hein, qu'il met en place des actions que le prophète Moussa comprend pas, et il va finir par l'éduquer petit à petit par rapport à ça. Ça, du coup, je trouve ça important, cette notion de mentorat, et j'en parle parce que j'ai eu, du coup, le diplôme de psychologie islamique au Cambridge Muslim College, et c'était tout un cours, cette notion de mentorat, de comment on se fait accepter, et comment même nous, en tant que psychothérapeute, en tant que psychologue, on a ce rôle de mentor auprès de nos patients, comment l'honorer, comment il a une place importante en islam. Je m'en étais jamais rendu compte avant, et quand tu as parlé de cette notion d'accompagnement, ça m'a fait penser à ça. Donc voilà, je voulais juste faire cette petite parenthèse. Je pense qu'il y a encore énormément de choses qu'on pourrait dire. Là, on s'arrête, on a sauté quelques parties, etc. Et de toute façon, même en off, toi et moi, c'est des sujets qu'on aborde énormément. Mais il faut qu'on arrête cet épisode avant qu'il devienne... Enfin, ça va devenir un film, c'est plus un épisode de podcast. Mais en tout cas, merci pour ton partage et pour la clarification de certains concepts. Merci pour la clarification de ces différents concepts. Je pense qu'il n'y a pas une personne qui entrera cet épisode, elle sortira sans avoir appris au moins une chose. Alhamdoulilah. Donc ça, je trouve que c'est génial parce que c'est tout le but. Ce que j'aimerais proposer à nos chères auditrices, c'est un exercice. En fait, ce qui est important, c'est de comprendre, on essaie d'expliquer ici, de comprendre ces différents concepts, mais les comprendre sans les appliquer, ça ne changera rien. Et le but, c'est de créer des changements 1%, 1%, 1% tous les jours qui permettra, Inch'Allah, une évolution qui, dans 5 ans, sera de 300, 350%, Inch'Allah ta'ala, donc à plus grande échelle. Donc, ce que je veux vous proposer, c'est de conscientiser vos dépenses de la semaine. Ce que j'ai envie de vous proposer, c'est vraiment de conscientiser vos dépenses cette semaine, mais au-delà de conscientiser qu'est-ce que vous dépensez, conscientiser pourquoi vous le dépensez. Donc, partez de l'émotion et demandez-vous, est-ce que là c'est parce que j'en ai envie? Est-ce que c'est parce que ça me fait plaisir? Est-ce que ça vient d'un système de récompense? Est-ce que c'est plutôt combler un manque parce que j'ai vécu quelque chose qui n'était pas cool et j'ai envie de créer ce rush de dopamine pour m'apaiser, me faire du bien et rentrer dans une certaine euphorie? Vraiment. Est-ce que c'est une FOMO? Est-ce que j'ai l'impression que tout le monde l'a, du coup faut que je l'ai aussi? Ouais. Voilà, faites cet exercice, notez-le sur votre téléphone et faites un bilan à la fin de la semaine. Le mieux, c'est de le faire même sur plus long terme et essayez d'analyser un petit peu votre relation. Tu as parlé de différentes réactions dans cet épisode, que ce soit le flight, fight and freeze. En fait, essayez de comprendre déjà dans quelle catégorie on va naturellement. Ça va, je pense, nous aider à faire le premier pas pour assainir notre relation à l'argent. Et de toute façon, on le dit, c'est conscientiser. C'est la première porte vers la rémission, si je puis dire. Oui, avoir conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas pour pouvoir aller le travailler, absolument. Que ce soit santé physique ou santé mentale ou santé financière, pour le coup. Et écoute, je pense que c'est un très bon exercice et que même nous, on pourra essayer, Inch'Allah, de l'appliquer. Et j'aimerais rajouter de la nuance dans tout ce qu'on a apporté, tout ce qu'on a dit là. On parle du fonctionnement humain de manière générale et du fait qu'on est tous touchés à différentes échelles. Ça va dépendre de votre confiance en vous, de votre confiance aux autres, de votre confiance en Dieu, de beaucoup d'autres éléments. Mais il faut qu'on mette aussi une réalité qui est que le rapport à l'argent va être différent si on est un homme ou si on est une femme. C'est notre objectif à nous, on l'a dit au début quand on a présenté cette série-là, elle est principalement pour les femmes musulmanes. Ayant grandi dans le contexte francophone, nous connaissons du coup le contexte sociétal en France. Et c'est pour ça qu'au prochain épisode, Inch'Allah, on va vraiment se concentrer sur les femmes et l'argent. Quel est ce rapport? Est-ce qu'il est si différent que ça? Qu'est-ce qui fait que ça peut être plus difficile pour nous ou peut-être même être plus facile sur certains éléments? On va essayer d'aborder tout ça ensemble, Inch'Allah, au prochain épisode qui, je le rappelle, sera posté sur la chaîne de Dunya Asia. Inch'Allah ta'ala. En tout cas, barakallahu fiki, barakallahu fikoum et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.